Je suis Gwendolina Cramaro, j'ai 45 ans et je suis maman solo d'un garçon ado qui a 14 ans et j'ai ce statut depuis 12 ans maintenant. C'est à la gare de Namur qu'on s'est donné rendez-vous avec Gwendolina. La classe, elle est venue me chercher en cabriolet. Bon, même si la capote était fermée. D'ailleurs, on en reparlera de ce cabriolet. Juste avant d'entrer dans la voiture, on croise une amie à elle. J'ai oublié son nom, mais en quelques minutes, je savais qu'elle était maman solo, militante pour la cause des parents monoparentaux et qu'elle était en procès avec son ex. Voilà. En fait, Gwendolina semble être ce genre de personne qui connaît un peu tout le monde dans une ville. Sur le chemin, on a discuté de ses vraies premières vacances à l'étranger avec son fils, Lorenzo. C'était quelque chose pour lui, qui prenait l'avion pour la première fois. Bon, apparemment, ils se sont éclatés. Donc là, c'est l'entrée. Alors, ces meubles... Arrivée à son appartement, elle me montre d'emblée ses nouveaux meubles. Les neufs, hein, ceux qu'elle a pu enfin s'offrir, et ceux de la ressourcerie, qui datent d'une autre époque. Et ce petit meuble, c'est mon fils Lorenzo qui l'a monté tout seul, comme un grand. Aujourd'hui, elle est l'une des porte-voix des parents solos en Wallonie et lutte pour visibiliser la situation des mères seules, pour leurs droits et de meilleures conditions de vie. Inspiration. Quand les épreuves de la vie poussent à l'action. C'était une vie qui était plus possible et un jour je lui ai dit écoute, je vais partir parce que ça va plus quoi. Moi je rentre du boulot, j'ai la boule au ventre. C'est des conflits permanents et il m'a regardé. Ça c'est un moment clé dans ma vie. Je me suis promis que ça m'arriverait plus jamais et il m'a regardé comme ça. Il m'a dit mais tu vas aller où, Baraki? Et donc j'ai été dans la chambre. Lorenzo était petit, il dormait, il avait pas encore 2 ans. J'ai fait ma valise et je me suis effondrée parce que effectivement j'avais nulle part où aller. Et pourtant je travaillais temps plein, mais je me suis dit ben non, c'est vrai, où est-ce que je vais aller? Et là c'est terrible comme sentiment parce qu'on a vraiment l'impression d'être piégé et de pas avoir d'issue de secours malgré la souffrance dans laquelle on est. Et là le lendemain je me suis dit c'est pas possible, enfin tu peux pas continuer comme ça. Et j'ai entrepris toute une série de démarches en cachette. Ça faisait 6 ans que Gwendolina était avec le père de Lorenzo. Mais avec le temps, il est devenu violent. Elle décide donc de préparer son départ. Alors je résume, parce que son parcours est vraiment long. Mais en gros, elle est allée au CPS, à la commune et dans une agence immobilière sociale. Son objectif était clairement de trouver un logement qu'elle pourrait payer seule. La route n'a pas été simple. Elle a croisé des gens sympas qui l'ont aidée, mais elle a aussi été confrontée à ce qu'on appelle de la violence institutionnelle, c'est-à-dire des actions ou des omissions commises par des institutions publiques ou privées d'aide ou d'accompagnement social qui causent du tort ou créent de l'injustice envers des personnes généralement déjà dans la galère. Ça peut être des discriminations, des abus de pouvoir, des inégalités systématiques ou des décisions qui portent préjudice aux personnes. Quelle que soit la personne qu'on a en face de soi, on devrait avoir le même traitement d'égalité des chances, finalement. Et je rappelle que en Belgique, notamment, il y a un article dans la Constitution qui doit garantir des droits égaux pour tous en termes de logement, de santé, de travail. Et c'est pas toujours le cas. Et j'aimerais vraiment insister auprès des gens qui sont dans une situation confortable. Ils se rendent pas toujours compte de nos réalités et ils sont beaucoup dans le jugement. Dans, bah, t'as qu'à faire ça, mais pourquoi t'as pas fait ça? Oui, mais et puis je leur envoie, mais toi, t'as une famille, il y a du patrimoine, t'as des dringuelles comme on dit, enfin t'as du soutien, t'as une voiture. Mais si je t'enlève tout ça, ah ouais, oui, c'est vrai. Enfin, et donc il faut souvent parfois justifier de notre état précaire parce qu'on nous colle souvent l'étiquette de bah c'est des profiteurs. Elles profitent du système. Qu'est-ce que je suis heureuse aujourd'hui d'être sortie de ça et d'avoir un travail, un salaire et de plus avoir cette étiquette. Elles profitent du système alors que j'ai repris des études la journée. Alors oui, j'avais du chômage, mais j'ai travaillé aussi avant. Enfin, et donc c'est tout le temps justifié en fait de notre état de précarité. Et ça c'est une double violence finalement. Donc tu es partie avec ta valise et
ton enfant. Voilà, et des meubles de la ressourcerie. Des meubles de la ressourcerie. Et comment ça s'est passé après avec, Alors après, pendant le papa. 2 ans, il a essayé d'arranger la situation, mais c'était trop tard. Et donc là, j'ai dû aussi entreprendre des démarches. Et là, ça m'a vraiment coûté parce que je culpabilisais. En fait, nous, les femmes, il y a une inversion de la charge de la culpabilité. Et donc, pendant 2 ans, tous les jours, je recevais des messages. C'était du harcèlement, quoi. Après, je rentre pas dans les détails parce que j'ai envie de préserver aussi mon fils, mais j'ai dû déposer plainte 2 fois pour que ils comprennent que ça devait cesser. Après, il s'est calmé. Maintenant, la violence économique, je l'ai vécue aussi avec lui et comme beaucoup. Hein. Aujourd'hui, je voudrais quand même mettre ce chiffre en avant, c'est que presque la moitié des pensions alimentaires pour les enfants sont impayées. Souvent, c'est payé à la maman. Et donc ça, pour moi, c'est une violence économique, patriarcale, genrée, fortement. Et là, c'est pareil, c'est des procédures qui sont très longues. Donc moi, je me suis retrouvée des périodes où j'avais pas une pension normale ou pas du tout. On s'est retrouvés pendant la période du Covid. Moi, j'avais perdu mon job, donc je suis retombée au chômage au minimum. Une pension ridicule. 2 ans de procédure. 2 ans. C'est énorme. Et donc, c'est des violences économiques qui sont non seulement effectuées par les parents défaillants, hein, notamment les papas dans la majorité des cas, mais par aussi le système judiciaire qui autorise finalement ça, alors qu'il y a d'autres pays comme la Suède où c'est le paiement de la pension alimentaire, elle est garantie par les pouvoirs publics. Donc, dès le premier mois, c'est versé à la maman et après, les pouvoirs publics s'occupent de récupérer auprès du parent défaillant sur une saisie sur salaire ou autre chose. Mais quel soulagement si on avait ce système-là, mais ça soulagerait la vie de milliers de familles mono et de les enfants, parce qu'on parle des familles mono, mais il y a des enfants derrière. Et c'est des enfants qui sont presque, dans la moitié des cas, qui vivent dans la précarité. Ouais, c'est des violences économiques, institutionnelles. Donc on a tout un panel comme ça, tout au long du parcours. Et moi, je me suis dit, ok, t'es dans un système où vous êtes invisibilisé, on vous considère pas. Moi, on m'a fait des remarques, mais vraiment aussi violentes. C'est mais avant de vous séparer, madame, fallait réfléchir. Ou alors, fallait mieux choisir le père de votre enfant. Enfin voilà, parce qu'on est des femmes, clairement. On se permet d'avoir ces discours-là. Et donc, il me l'a dit souvent, son père, t'assumes. T'as voulu partir, t'assumes. En Belgique, il existe environ 540 000 familles monoparentales, dont 40% vivent sous le seuil de pauvreté. Et 87% des parents solos sont des femmes. Alors ici, on est dans la partie, la chambre de l'ado. Salut Lorenzo. Salut l'ado. Ça va? Là, pareil, au fur et à mesure du temps, j'ai voulu lui acheter un petit bureau, une petite télé, une petite tablette, qu'il ait ce qu'il faut, quoi. Et là, récemment, je lui ai acheté un matelas. Tout ça, c'est des coûts cachés. On se rend pas compte aussi. Quand on se sépare aussi, c'est un appauvrissement. Mais c'est un naufrage social. Je veux vraiment insister là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui réduit son temps de travail en général quand il y a le couple. Et donc, et puis c'est en général aussi, tu me demandais quel mode de garde on avait. Il partait un week-end sur 2 chez son papa. Et c'est le mode de garde en majorité. Hein. Quand on dit je suis maman solo, on dit oui, mais c'est 50-50, c'est pareil pour le papa. C'est pas du tout le cas. On a les chiffres, donc il y a une étude de la Fondation Roi-Baudouin, basée sur des chiffres scientifiquement prouvés. C'est que 15 à 20% des situations, quand c'est 50, une semaine, et on le retrouve dans les milieux socio-économiques où il y a un diplôme universitaire. Donc il y a un lien. Et donc ces familles-là, elles se posent pas les questions de pension, de machin. Tout le monde gagne bien sa vie des deux côtés. Donc, et puis on fait la garde alternée. On est moderne, on est instruit. Enfin, voilà, c'est pas le même rapport. Mais dans l'autre majorité des cas, donc classe moyenne ou les classes plus populaires, c'est à la maman à qui on confie la garde principale des enfants. Et puis il y a aussi un autre élément là-dessus parce que on dit aussi, oui, mais c'est les mamans qui empêchent les papas de prendre leur responsabilité parentale 1 semaine sur 2. Là encore, c'est faux. Il y a que 3 papas sur 10 qui font la demande de la garde 50-50. Et dans 80% des cas, c'est accepté. Donc cette aliénation du chef de la maman, il tient pas la route. Et puis, les arguments des papas, c'est oui, mais moi, je travaille à temps plein.
j'ai ma carrière. Et puis, gérer des enfants au quotidien, c'est pas quelque chose qu'ils ont envie de faire. Enfin, voilà, on sait très bien que c'est une charge très lourde. Mais c'est à quoi pour conséquence? Enfin, pour la maman, c'est que, elle peut pas prendre un temps plein. Parce que travailler à temps plein en étant solo, c'est impossible, sauf si on a un réseau familial, les grands-parents qui prennent les enfants. Mais encore une fois, ça concerne pas toutes les situations. Si on a des réunions le soir, nous, en tant que femmes, on peut pas. Mince, le petit, je le mets où? Qui va le garder, etc. Donc, on est avorté dans notre évolution professionnelle. Il y a un impact sur la pension. Enfin, voilà, il y a un impact sur toute notre vie. Pendant ce temps-là, l'autre parent, qui est souvent le papa, il peut mener sa carrière comme bon lui semble. Il se lève le matin, il a que lui à s'occuper. Donc, il a 4 jours par mois, ses enfants, le week-end. Donc, pas de devoirs, pas d'école, pas de rentrée scolaire, pas de fourniture. Les amener aussi aux activités extrascolaires. Le trajet pour aller au foot, moi, c'est 2 entraînements 2 soirs par semaine, plus le match le samedi. Donc, tous ces trajets, toute cette charge mentale, en fait, quand vous êtes en monoparentalité, c'est comme si vous aviez un 33 tonnes sur les épaules en permanence. Faut penser à tout du matin au soir. Quand vous êtes dans la précarité, c'est toujours compter. C'est toujours la débrouille, c'est toujours réfléchir à des solutions de dépannage. Donc, on développe des compétences de créativité, mais je m'en passerai bien. Et puis, j'ai aussi ce souvenir où je me rappelle d'un vendredi soir, donc les Foncifères, ça aussi, j'ai interpellé ma commune en disant ne les mettez plus en fin de mois. Parce qu'en les mettant en fin de mois, vous mettez en difficulté toute une série de familles. Parce qu'aujourd'hui, il y a 1 enfant sur 4 en Wallonie qui est pauvre. Donc, faut en tenir compte. C'est c'est 25% des enfants. Et en les mettant en fin de mois, on sait que les fins de mois sont difficiles pour certaines familles. Et moi, j'ai dû faire mes fonds de poche parce que c'était une fin de mois pour trouver 10 € pour qu'il puisse avoir sa carte de jeu et son pain saucisse comme ses copains. Et là, c'est des moments difficiles parce que je dis, mais j'en suis arrivée là, quoi. Waouh, c'est hyper dur à vivre. Et puis, on descend, on met son masque social et on sourit, comme si tout allait bien. Oui, et pourtant, c'est loin d'être le cas. Être maman solo, c'est aussi être malade et devoir amener son enfant à l'école en ayant 42 fièvres. C'est postposer ou annuler des rendez-vous chez le médecin. C'est aussi parfois compliqué, voire impossible, de régler les frais médicaux de son enfant. Et puis malheureusement, la vie affective et sociale en prennent aussi un coup. Pour se recréer un cercle social, c'est hyper compliqué parce que sortir, c'est payer une babysitting. Un babysitting, ça coûte de l'argent. On est dans la précarité. La moitié des familles mono vivent dans la précarité en Belgique. Ça, c'est important de le savoir. Et puis, quand on vous invite, vous dites une fois, non, je peux pas. Deuxième fois, après, on vous invite plus. En arrivant ici, il y a 12 ans, j'ai fait la connaissance de deux mamans solo qui venaient de se séparer aussi. Et donc, on a pu unir finalement nos parcours, nos épreuves, nos difficultés et essayer d'aller d'enjoliver un petit peu notre quotidien. On partait pas en vacances, donc ici en bas, il y a une petite pelouse. On organisait des barbecues, on mettait des petites piscines pour les enfants et on grillait une saucisse et on allait chercher des baguettes au supermarché et ils étaient heureux. Et on mettait des petits parasols, donc on s'était cotisé pour acheter un barbecue dans un magasin. Donc c'est la débrouille, mais en même temps c'était joyeux parce qu'on n'était pas seuls à vivre ces difficultés. C'est sûr, elle avait retrouvé un peu de souffle. Mais bon, financièrement, c'était rude. Et elle souhaitait offrir une autre vie à son fils. Et donc, tu verras que j'adore le rouge, le orange. Couleur chaude. Oui, couleur chaude, énergie. Et puis le doré aussi. Parce que pour moi, c'est un peu... c'est de se dire, voilà, il y a ça va briller un jour, tu vois. Très vite, moi, je me suis dit, ok, t'es ici... Donc voilà, vous avez le logement, tout va s'apaiser, mais comment tu gagnes ta vie? Tu viens d'être licencié, t'as fait de la vente tout le temps, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et là, il y avait un choix à faire, donc je suis allée au Forum pour demander quelles étaient les possibilités de réorientation. Et elle me propose une petite formation courte dans l'administratif, parce qu'avec les problèmes de dos, c'était pas possible... Tu as toujours les problèmes de dos. Ah oui, c'est comment? Il n'y a pas de traitement, si tu veux, pour le...
C'est évolutif, quoi. C'est dégénératif, voilà. Donc, c'est une Mm. discopathie. Enfin, c'est les Ah disques oui. qui se touchent et tout. Donc, je peux plus rester debout trop longtemps. Et elle me dit, bah, il y a des petites formations. Et je lui dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus consistant? Parce que je me dis, tant qu'à faire, bah, autant y aller à fond et investir sur l'avenir. Et là, elle m'a proposé de reprendre des études de jour. Donc, 3 ans pour un bachelier. C'est 3 ans. C'est long. Et donc lui, ouais, quand j'ai commencé, il venait de rentrer en maternelle. Donc il a fait ses maternelles pendant que moi j'allais à l'école aussi. Oui, c'est sûr, quand on y pense. Pouvoir reprendre des études ou une formation pour aspirer à un travail avec un salaire décent n'est possible que si on peut faire garder son enfant. La question de l'accueil dans la petite enfance est donc un enjeu majeur pour les mères solo qui souhaitent s'émanciper. Mais c'est pas tout. Reprendre des études a un coût aussi. Ça a été difficile parce que un TFE la dernière année c'est 150 € pour imprimer les 3. À l'époque c'était en 2016, il fallait les imprimer. Quand vous êtes au chômage avec 1 150 € net par mois, c'est 10% de votre revenu. Et donc c'est vraiment une survie. Et moi je me suis dit ok, tu te lances ces 3 ans-là. Ça va être dur, ça a été dur. Je veux pas édulcorer, hein. Je veux pas faire power girl. Si tu veux, tu peux. Non, non, non. Je veux surtout pas édulcorer. Il y a des difficultés. 1000 fois, j'ai voulu abandonner. Mais vraiment, hein. Je me suis effondrée en disant c'est trop dur. Mais j'étais déterminée en me disant c'est le seul moyen, ce diplôme, de te sortir de cette précarité. Si tu n'obtiens pas ce diplôme, tu es condamné à avoir une vie précaire jusqu'à la fin. Et de pas avoir de perspective d'avenir ni pour ton fils, ni pour toi. Et je voulais pas. Je me refusais ça. Et donc, pendant 3 ans, j'ai tout fait. Je voulais les meilleures notes dans toutes les matières. Vraiment, j'étais une machine. Gwendolina termine son bachelier. Elle reprend confiance en elle. Elle qui avait dû arrêter ses études plus jeune, elle souhaite à présent aller plus loin et vise un master en sciences du travail en cours du soir à Louvain-la-Neuve. Problème, sa voiture lâche au bout d'1 mois. Et là, c'est pareil, je parle des rencontres, des gens qui sont bienveillants. Et j'ai un ami dans mon cercle. C'est un peu comme un mentor, il est plus âgé, comme un papa symbolique, qui me dit, écoute, c'est pas juste qui t'arrive, j'ai une voiture, moi, de week-end, je vais te la vendre à toi, tu me la paieras en plusieurs fois, on fera un papier, une reconnaissance de dette. Et cette voiture, je l'appelle Liberty. Parce que sans ça, j'aurais pas pu faire continuer le master. Et donc, c'est pas que une question de volonté. Enfin, il y a certains discours qu'on entend de certaines personnes dans la société, travail dur, il y a que ça, mais non. Il faut aussi qu'il y ait des conditions réunies, il faut que des gens nous fassent la courte échelle à un moment donné. Et là, c'est ce que j'ai eu, parce que s'ils m'avaient pas fait cette faveur de me vendre cette voiture et que je puisse la payer en plusieurs fois, mon master, je le passais pas. Et encore une fois, je loupais une opportunité. Et donc, ce qui est rigolo aussi là-dedans, moi j'aime bien le petit clin d'œil, c'est que c'est un cabriolet, cette voiture, intérieur cuir. Alors, elle a 17 ans, mais c'était pas du tout le reflet de ma situation de maman solo. Et même encore aujourd'hui, je me dis, mais les gens qui me connaissent, qui savent que je milite, oui, maman solo, c'est pas du gâteau. Ah ouais, dis donc, elle roule en cabriolet. Enfin, voilà, il y a une sorte de dichotomie, d'incohérence entre les deux images. Et d'ailleurs, au début, il m'a dit, bon, t'as décapoté? Je dis, non, j'ose pas. J'avais le syndrome de l'imposteur. Parce que je me dis, attends, je suis dans la galère. J'ai des dettes. J'ai plus de boulot. Je peux fais pas des faire études. comme dans les films avec mon foulard et mes non, cheveux. oui. Je dis, j'aimerais bien, mais j'y arrivais pas, en fait, parce que ça n'allait pas. C'est pas ma réalité. Non, c'est pas l'image qu'on veut voir. Oui. Et puis, j'ai pas le droit. Alors après, il me dit, oui, mais elle est à toi. Maintenant, elle est à ton nom, donc tu as le droit. Tu es légitime. Ok. Et après, j'ai intégré. Et donc, maintenant, l'été, oui. D'ailleurs, en repartant, on décapotera. Quand je te déposerai à la gare, on va aller en profiter un petit peu. Oui, c'est clair. Et donc, je trouvais ça rigolo comme symbole, parce que moi, j'ai toujours eu des pots de yaourt comme voiture, quoi. Et là, il y a la clim, donc, je l'appelle Liberty, et tous les jours, je lui dis merci d'être là. Bon. En soi, c'est pas hyper drôle le syndrome de l'imposteur, mais je sais pas, sur le moment, elle m'a fait rire. Gwendolina y arrive, encouragée par un prof qui a cru en elle, motivée et fière de montrer à son fils que malgré les difficultés rencontrées, elle réussit, elle obtient même une grande distinction. En cours de master, elle trouve un travail avec un meilleur salaire et adapté à sa santé et à sa condition de maman solo.
Elle peut par exemple télétravailler, ce qui est non négligeable pour gérer la logistique et les horaires. Bref, ça avance. Lentement, mais sûrement. C'est pas parce que tu retrouves un travail que tu sors de tes galères financières tout de suite. Hein. Les gens, ils se disent « Oh, maintenant, t'as un boulot, ça va. » Mais non, les années de précarité, tu les effaces pas en un claquement de doigts ou avec 2 ou 3 mois de salaire correct. Il faut un certain temps. Et puis, voilà, la voiture qui est en panne ou il y a un frigo qui lâche. Enfin, voilà. Il y a des galères qui peuvent venir s'insérer et qui te freinent dans cette évolution. Et puis, j'ai perdu le statut BIM aussi, directement. Et là, j'ai pas compris. Je me dis, mais ça aussi, c'est une incohérence, ça n'a pas de sens. Il faut le signaler, il faut le dénoncer, il faut militer. Enfin, je suis pas la seule à vivre ça. Et le statut BIM, ça permet d'avoir des meilleurs remboursements, enfin, de pas payer la taxe déchets, enfin, des choses, des petits avantages sociaux, quoi, qui aident en tout cas. La colère, la révolte montent en elle. Cette indignation, ce ras-le-bol de voir des mamans solo dans la misère, elle va en faire sa lutte. D'abord auprès de Vie féminine, un mouvement féministe de lutte contre les violences sous toutes leurs formes et discriminations envers les femmes. Avec elle, Gwendolina participe à un documentaire à propos du non-recours aux droits pour les mamans solo. Et là, je me suis dit, waouh, c'est génial! Il y a des gens qui vont entendre. Je vais avoir un impact aussi dans la société, un impact positif. En fait, toute cette colère que j'avais, toute cette haine presque, hein, cette aversion contre le système, ça s'est transformé en quelque chose de positif. Et puis, dernièrement, j'ai organisé un débat politique sur les enjeux de la monoparentalité. Et là aussi, je me dis, waouh, c'est super, quoi. Parce que je peux interpeller là où les décisions où il y a les pouvoirs, les décisions se prennent. Et quand j'ai commencé à militer au niveau associatif ou politique, il y a des gens qui m'ont dit, mais qui essaient de me décourager en disant, mais je comprends pas, après tout ce que tu as traversé, maintenant pense à toi et à ton fils. De toute façon, les politiques, enfin voilà, avec des images un peu, tu perds ton temps, tu vas te brûler les ailes. Mais c'est plus fort que moi. Pourquoi ? Parce que si je fais pas ça, ça signifie que ce que j'ai traversé, c'était normal. Et ça, non. Et puis, ça veut dire que toutes les autres mamans que je connais, enfin, les familles qui galèrent, les mamans solo et leurs enfants, c'est comme si j'avançais et je les vois pas. En attendant les soutiens structurels dont les familles monoparentales ont besoin, je lui ai quand même demandé ce qu'elle conseillerait aux parents solos qui nous écoutent pour sortir un peu la tête hors de l'eau. Alors moi, je leur conseillerais surtout de pas rester seuls, parce que ça c'est horrible, de se rapprocher d'associations. Alors là, il y a un nouveau dispositif qui est hyper efficace, très pertinent et qui répond à cet isolement social. C'est les relais famille mono. Il y en a 22 en Wallonie, un petit peu dispersés dans la Wallonie. À Bruxelles aussi, hein, il y a des dispositifs, il y a la maison des parents solos. Et dans les relais famille mono, il y a notamment des permanents juridiques, il y a des ateliers bricolage, parce que ça aussi quand on devient, moi je suis la reine de la visseuse maintenant, parce que j'ai appris, on se débrouille. Il y a des ateliers de confiance en soi et surtout qu'elles perdent pas confiance en elles et qu'elles n'hésitent pas aussi à faire des thérapies. Moi je sors d'une thérapie d'1 an là. Quand vous êtes pendant des années en mode survie, en mode j'ai pas le choix, je dois avancer, quand ça se stagne, quand tout s'apaise, il y a le contre-coup et le cerveau il n'arrive pas à se mettre on est toujours en hypervigilance, on n'arrive pas à apprécier les choses. Moi j'arrivais pas, j'étais toujours en train de me dire ok, j'ai acheté des meubles l'année dernière, et j'arrivais pas à les apprécier comme il fallait parce que je m'étais dit que le prix à payer il avait été cher. Et ça, c'est difficile. Il y a une forme d'aigreur, un goût doux amer, quoi, en disant, ok, je suis contente, j'ai accès à plus de confort, mais waouh, à quel prix? Et je voulais revenir là-dessus, parce que pour moi, c'est un élément aussi dont il faut parler, c'est tabou, mais la société doit savoir que, cette précarité de maman solo, elles sont sous le seuil de pauvreté. Et personne s'est posé la question, mais comment elles font pour vivre? Parce que c'est pas que avec les colis alimentaires. On n'est pas tous dans des logements sociaux. Un loyer de 2 chambres ici à Namur, c'est minimum 850 € par mois, sans les charges. Quand vous avez un salaire de 1600, 1700, c'est pas tenable. Et donc, j'ai connu des mamans qui, pour remplir un frigo et pallier au manque structurel, elles avaient recours à la prostitution alimentaire.
Et donc, c'est pour aussi ces femmes-là qui vivent dans l'ombre, hein, parce qu'elles vont pas c'est tellement mal jugé, qu'aujourd'hui, je milite. Moi, pendant des années, la résilience, c'était comme un mantra. Je suis une résiliente. Ouais, je me relève toujours. C'est une violence aussi qu'on en se fait, donne c'est une violence. à soi-même, ouais. Et puis, ça renvoie quoi comme message? Si moi, j'avais ce discours, et je le dis à chaque fois, hein, mon parcours, enfin, il y a plein de gens qui disent, ouais, c'est inspirant et tout, comme t'as évolué, etc. Et mon message, c'est pas si j'ai pu le faire, tu peux le faire. Pas du tout. J'aimerais que tu le fasses, mais dans des meilleures conditions que moi, surtout. D'arrêter d'être, moi je l'ai dit, hein, je ne veux plus entendre, waouh, vous êtes des guerrières, vous êtes des warriors, vous êtes des combattantes, mais quel courage, vous les mamans, je le supporte plus. Vous pouvez le dire, mais assortissez ce discours avec des vraies mesures de soutien. Sinon, taisez-vous. C'était le premier épisode de la saison 3 d'Inspiration, un podcast du magazine En Marche de l'AMC. Si vous souhaitez en savoir plus sur la réalité des parents solos, rendez-vous sur enmarche.be et lisez notre article « Parents solos en croisade contre l'isolement ». Si vous voulez en savoir plus sur le relais famille mono en Wallonie dont Gwendolina parle, vous pouvez envoyer un mail à famille@fdss.be ou sur la page Facebook Relais Famille Mono. À Bruxelles, il existe donc bien l'association La Maison des Parents Solos. Vous pouvez les joindre au 02 375 09 92 ou par mail à info@soloteuys.be. Et Soloteuys, ça s'écrit SOLOTHUIS.be donc. Toujours pour Bruxelles, vous pouvez également vous rendre sur le site web parents au pluriel solo attaché .brussels. Si cette histoire vous a inspiré, alors n'hésitez pas à la partager, à mettre des étoiles et à vous abonner à la chaîne En Marche Podcast pour découvrir chaque mois une nouvelle inspiration.